Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle saison de Parcours Études, précisément l'épisode 3 avec Anne qui sera l'invitée du jour. Je rappelle que Parcours Études est une émission qui retrace, qui parle, qui met en avant les expériences académiques des étudiants étrangers, positivement tout comme négativement. Ça dépendra de l'histoire, bien sûr, de l'étudiant, de l'étudiante. Question, en fait, d'en faire de ces expériences une banque d'expériences qui permettra aux nouveaux arrivants en terre étrangère à l'étranger pour pouvoir puiser dans toutes ces expériences, question de tirer le meilleur conseil possible, le bonnes pratiques possibles qui pourront leur permettre justement de bien, pas forcément réussir, mais de bien l'étudier ou de bien s'en sortir en fait pendant leurs études. Donc aujourd'hui, j'y reçois Anne et Anne, je commence toujours par remercier mes invités. Je te dis merci de participer à l'émission et je te laisse te présenter Anne. Okay, donc bonjour à tous et à toutes. Comme vous l'avez bien entendu, je m'appelle Anne, j'ai 27 ans et j'habite actuellement à Toulouse. Et je te remercie également de m'avoir invitée à ton émission. D'accord Anne, mais déjà pour commencer, alors toi tu as commencé tes études universitaires direct en France ici ou bien tu les as faites ailleurs avant d'être ici? Directement en France. D'accord. Et du coup, tu es passé par les collèges, c'est un peu un parcours classique des études en France, quoi. Tu es passé par les collèges, par le lycée plutôt. Je sais pas, j'ai toujours du mal avec cette nuance collège-lycée ici en France. Oui, collège, lycée, et après arriver à l'université directement. Ouais. J'ai fait tout ça. D'accord. En fait, j'ai entendu parler du conseil d'orientation. Je sais pas si c'est exactement ça. Et du coup, le choix que tu as fait en fait pour continuer à l'université, tu penses que ces choix, c'est un choix qui a émané de toi, ou bien c'est un choix comme j'ai entendu dire dans le conseil d'administration, conseil, tu pourras me corriger, hein. Mhm. On oriente parfois les gens selon des catégories ou des histoires un peu comme ça. Tu peux nous en dire plus? Ok. Alors déjà, oui, pour répondre à ta question, ça s'appelle CIO, Conseil en information et orientation. Alors, absolument pas. Moi, ça, comme tu dis, émané de moi. J'ai su, en tout cas, je pensais, ce que je voulais faire dès l'âge de 14 ans, en fait. Donc, à 14 ans, j'avais déjà le métier que je voulais faire. Et à partir de là, je suis déjà renseignée sur l'université, dans quelle ville, qu'est-ce qu'il fallait que je puisse faire, en fait. Donc, bon, c'est un peu atypique parce qu'à 14 ans, généralement, on est un peu perdu. Bah, moi, pour le coup, je savais exactement ce que je voulais faire et comment le faire. Mais du coup, tu savais ce que tu voulais faire et tu l'as poursuivi et c'est ce que tu as pu faire aussi après, par la suite? Ou bien? Absolument. Alors, non, non, non. Alors, disons que généralement, on a des représentations erronées de notre métier et c'est Ouais, réellement ce qui s'est passé. Le souci aussi, c'est que à l'université, il y a beaucoup de théorie, très peu de pratique. Donc, on n'arrive pas forcément à visualiser et se représenter le métier, en fait. Donc, c'est que de la théorie, de la théorie, de la théorie. Et c'est vraiment justement à partir du master, dès la licence, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, mais j'ai un peu forcé. Et au master 1, je me suis rendu compte que c'était réellement pas ce que je voulais faire et qu'il fallait que je puisse me réorienter. d'accord, d'accord. Mais du coup, déjà, tu as fait quel bac? C'est ton bac, Alors, tu l'as j'ai obtenu encore? fait Ouais. un bac littéraire, Un bac littéraire. Ok. mais c'était par défaut. Hein. Et tu veux dire quoi par défaut? Disons que je savais quelles études j'allais faire à l'université, mais au lycée, le bac scientifique, c'était pas pour moi. Après, il y a le bac économie sociale, c'était pas pour moi. Ben, du coup, j'ai pas le choix que de faire un bac littéraire, en fait. Donc, D'accord. Et dans le conseil d'orientation, quand tu as discuté avec, je dirais, toutes ces responsables ou tous ces responsables, est-ce que ils t'ont orienté vers quoi? C'était quoi? Est-ce qu'ils t'ont orienté vers ce qui te correspondait par rapport à leurs critères d'orientation? Ou bien alors moi, je laisse pas. pas de problème. Alors moi, je n'ai pas vu de conseiller d'orientation, en Ah, fait, dans la d'accord. simple mesure que je savais déjà ce que je voulais faire. Donc, je me suis renseignée moi-même sur Internet
Et après, ben, j'ai contacté des étudiants qui étaient déjà à l'université pour savoir un petit peu à quoi ça correspondait. Donc, j'ai tout fait par moi-même, en fait. J'étais totalement D'accord, donc, autonome. ok, c'est pas une étape obligatoire par laquelle faudrait passer, quoi. C'est pas une étape obligatoire. Après, il y a des personnes, Ok. effectivement, qui sont un petit peu perdues. Elles vont voir. Ben, disons qu'avant, j'étais très autonome et je comptais que sur moi. Donc, justement, j'avais eu aussi des échos de personnes qui avaient vu des conseillers en orientation, qui les avaient orientés vers des métiers, ben, un peu tout ce qui est ménage, ce genre de choses. Je me suis dit, non, mais moi, je n'ai pas besoin de ça, en fait. Hein. Donc, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Donc, pas besoin d'aller voir un conseiller d'orientation pour qu'il m'oriente mal. Ah ben c'est super, tu savais déjà ce que tu voulais faire. Et justement, après ton bac, là, tu commences l'université. Et ça se passe comment tes premiers pas à l'université quand tu commences, tu vois, ce monde parce que bah, je vais le rappeler, hein, tu es né en France, Anne. C'est ça. Euh, donc, du coup, Anne, c'est une Française qui passe à l'émission, donc elle n'a pas du tout le même profil que moi ou tous les autres étrangers. Ça veut dire qu'elle est née en France, elle a commencé ses études en France, elle vit en France, donc elle a sûrement un regard qui est un tout petit peu différent des étudiants étrangers, on va pas se mentir. Mais c'est quand même bien que tu passes comme ça. Ton point de vue va toujours aider, nous faire comprendre plein de choses. Et du coup, quand tu commences l'université, déjà explique-nous ton appréhension par rapport à tout ça, parce qu'à l'université, il y a des étrangers, il y a des Français, Françaises, il y a tous ces mélanges et comment toi tu vois les choses? Alors, moi, à l'université, disons que on m'avait déjà un petit peu prévenu, mais je ne savais pas à quoi je m'attendais. Et ça a été un peu une claque dans la mesure où c'était vraiment dur. Et je traînais avec un cercle d'amis qui, ben, disons, qui m'ont influencé un petit peu. Et en fait, ils n'allaient jamais en cours. Donc, ben, je les suivais. Quand ils allaient en cours, j'allais en cours. Quand ils n'allaient pas en cours, j'allais pas en cours. Ben, ça arrivait un Ok. moment où je n'allais plus du tout en cours. Ben, forcément, le premier semestre arrive, les partiels arrivent, mais je ne les ai pas validés. Et à partir de là, j'ai compris que j'étais seule avec moi-même. C'était pas comme à l'école où les professeurs nous courent un petit peu derrière pour qu'on puisse faire les devoirs, etc. Et je me suis vraiment commencé à me booster, à me challenger. Et j'ai commencé à aller bah, à l'université seule, me mettre au premier rang là, pour vraiment pouvoir écouter et être rigoureuse. Mais ouais, au début, c'était compliqué. Après, concernant, tu me parles un peu de tout ce qui est mixité. Alors moi, j'ai fait des études de psychologie, donc il n'y a que des filles, quasiment. Il y avait peut-être 3 hommes dans toute la promo. Et c'était pas si mixte que ça. Alors oui, il y avait quelques étrangers, mais pas tant que ça. En tout cas, pas en première année. Ok. Donc du coup c'est en fait tu as repris. Bon, je dirais que tu t'es reprise en fait justement à la fin de l'année parce que ça a été difficile au début vu que tu étais avec des amis qui t'ont influencé négativement pendant tes études et qu'est-ce qui a fait que tu aies ces rebonds-là de pouvoir te dire bah j'en ai assez du coup je vais essayer de reprendre ma vie en main mes études en main pour pouvoir essayer de te débarrasser d'abord de ces amis-là et si tu t'es débarrassé d'elles hein, je ne sais pas pour pouvoir continuer tes études positivement. Alors, ben, c'est quand j'ai eu mes résultats de partiel, ça a été le choc. Je n'ai rien validé. J'étais au rattrapage pour tout. Et c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance. Enfin, j'avais des facilités à l'école. Donc, j'ai toujours eu des notes. J'étais parmi les premières de la classe, en fait. Et ben là, ça a été comme un choc. Je suis passée de première à la fac, où là, je passe au rattrapage. J'avais jamais redoublé de ma vie. Je savais pas, j'avais jamais été confrontée à l'échec, en fait. Donc là, ça a été comme un choc et j'ai dit, ah non, mais moi, je suis pas là pour rien. C'est pour après obtenir mon métier. Donc, ces personnes, elles, c'est leur propre avenir. Peut-être qu'elles s'en fichent parce que c'est vrai qu'elles s'en moquaient un petit peu. Elles étaient un peu perdues. Elles ne savaient pas trop ce qu'elles voulaient faire. Alors que moi, je savais vraiment que je voulais obtenir ce titre de psychologie. Donc, c'est ça qui m'a vraiment boostée, remotivée. Et à partir de là, j'ai été radicale. Et même quand elle n'allait pas, je partais quand même en cours.
Et puis, petit à petit, forcément, il y a un écart qui se creuse parce que là où les personnes, elles sortent pour aller en soirée, moi, je dis: «Ben non, je sors pas parce que demain, il y a université» et voilà, ça a vraiment été ça le déclic, c'est être confronté à l'échec. D'accord, donc c'est plutôt la confrontation à l'échec qui a fait que tu te reprennes, quoi, donc pour pouvoir continuer. Donc c'est Exactement. vrai que c'est pas facile hein, quand on est influencé par les amis et ça arrive souvent pendant ses études en fait de pouvoir rencontrer. En fait, le cercle est important. Je sais pas si tu seras très d'accord avec moi, je crois que oui. Le cercle est très important, le cercle d'amis surtout, et c'est un facteur important qui montre à quel point si on pourra réussir ou pas, si l'on pourra avancer ou pas. Parce que si tu as des amis qui sont tout le temps négatives, ben forcément tu plombes quoi. Donc ça va être très difficile, comme ça a été ton cas au début. Ben, heureusement que tu as su rebondir pour justement avancer. Et ben, du coup, là, en littéraire, donc en première année, t'as fait quoi déjà comme fac là, pour commencer en Psychologie. première année? Ah oui, excuse-moi, psychologie, ouais, la psychologie. Et tu peux nous en dire plus sur la psychologie un tout petit peu? Oui, de ce qui me reste. Ça Ouais, remonte. parce que, ouais, Ça remonte. Alors, qu'est-ce que je peux dire de la psychologie? Alors, beaucoup de gens ont une représentation erronée de la psychologie, un peu comme ce qu'on voit dans les films. Là, on s'assoit sur un canapé et puis on parle de nos problèmes et le psychologue dit oui, oui, ok. Sauf que c'est absolument pas ça. C'est une très grande responsabilité parce que parfois on est amené également à diagnostiquer les personnes. Si on se trompe, ça peut avoir des conséquences très négatives, que ce soit dans le monde du travail ou dans la vie en général. Ce que je pourrais dire également, parler brièvement de la psychologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude en fait des ouais, comportements humains. pas dans le détail, hein, pas du tout dans le détail. En fait, si je te demandais de parler un peu de la psychologie, c'est pour faire un peu le parallélisme avec la mentalité. Surtout, toi, t'as pas, en première année, tu n'as pas étudié plutôt avec les étudiants étrangers, mais niveau psychologie, surtout dans l'inclusion, l'acceptation des autres, j'ai toujours trouvé que c'est important un tout petit peu de comprendre ça. Parce que quand je parle de psychologie, c'est plutôt, tu vois, les habitudes de gens à l'étranger. Bon, en France, par exemple, Mhm. il y en a, ils ont vous avez une façon de voir les choses comparée à ce qui arrive. Donc, les étudiants étrangers. Et quand les étudiants étrangers arrivent, normalement, ils doivent faire cet effort-là de vous comprendre et vous aussi d'essayer de comprendre ces étrangers. Et ça passe un tout petit peu par la psychologie. Après, moi, je m'y connais pas trop, mais je me dis peut-être qu'il y a un lien. Je sais pas si ça pourrait t'éclairer sur un sujet, Enfin, par rapport à ce que tu dis, effectivement, je pense que mais c'est normal hein, que tu ah, as une ok. vision erronée de la psychologie. Alors, ce que tu dis, oui, c'est de la psychologie, mais c'est ce qu'on appelle vulgairement la psychologie de comptoir, en fait. Ce qu'on voit un petit peu dans les livres, ce genre de choses, ou qu'on peut trouver sur Internet, mais ça n'a rien à voir avec la psychologie. En fait, il faut partir du principe que la psychologie, c'est une science, en fait. Donc, c'est pas quelque chose qu'on interprète comme ça. Ah, la personne, elle a parlé de telle façon, donc je présume qu'elle, elle est plutôt comme ceci, comme cela. Ah, Non, ça n'a ouais. rien à voir. C'est une science, comme les mathématiques, c'est une science. Là, c'est une science humaine. Et du coup, on se base sur des faits. Et puis, il y a des études, des analyses qui sont faites, et c'est à partir de là que la psychologie est née. Donc, par rapport à ce que tu m'as dit, effectivement, ça y rentre, mais c'est vraiment qu'une infime partie. Hein. Donc, l'étude de Ok. ce que tu dis, comportement, mentalité, ça retrait plus de tout ce qui va être anthropologie, ethnologie, plutôt que la psychologie, en fait. La psychologie, c'est D'accord. vraiment Ok. par rapport au cerveau et au comportement, et pas la mentalité, ça rentre dedans, mais c'est pas la même chose. Ok, d'accord. Merci pour cet éclairage. Tu m'as éclairé en tout cas, moi. Ben, du coup, après, en parlant de ta deuxième année, elle s'est passée comment? Si c'était une école déjà privée ou publique, j'ai pas du tout posé J'étais cette question. en public, hein, à l'université publique, là, classique, c'était à Ok, Bordeaux que j'étais. La deuxième d'accord. année, elle s'est passée, il n'y a pas eu de problème particulier. C'est très bien passé, ça a coulé, aucune difficulté, rien à dire par rapport à la deuxième année.
Quand tu dis aucune difficulté, c'est parce que tu as tiré des leçons de ton passé et ensuite tu t'es beaucoup plus concentré Exactement, sur toi pour bien travailler. Et tu c'est pourrais ça. conseiller quoi, par exemple, aux étudiants étrangers qui Mhm. arrivent et qui ont du mal à sortir de ces points bloquants là, un cercle d'amis qui est Mhm. très négatif, je pourrais dire. Mhm. Comment pourront-ils en fait s'y prendre pour essayer de rebondir un peu comme toi? Ça pourrait être quoi cette Mhm. formule déclencheur pour... Ben, déjà, il faut travailler sur sa vision, ce qu'on veut en fait, parce que Ouais, effectivement, quand on ne sait pas où on va, ben, on a tendance à traîner un petit peu avec n'importe qui. Alors que quand on sait là où on va, ben, on sait qu'il y a certaines personnes, si on est avec elles, elles vont nous influencer négativement ou pas. Donc, ce serait travailler déjà sur ça. Quels sont nos objectifs? Où est-ce qu'on veut aller? Ta vision. Euh, Après, pour moi, hein, je pense que la vie aussi fait bien les choses. L'école de la vie, hein, il faut faire des erreurs et c'est en faisant ces erreurs-là que justement, ben, on comprend que ah, là, ça ne va pas et qu'on change. Moi, c'est parce que justement, j'ai vécu cela que j'ai changé. Je ne l'aurais pas vécu. Bon, je n'aurais pas pu le dire parce que là, aujourd'hui, je peux parler. Je peux dire, il faut faire ceci, cela, etc. ouais, Mais c'est vrai que c'est peut-être pas concret. Moi, je pars du principe, vaut mieux prévenir les personnes, mais les laisser faire. Et d'elles-mêmes, elles vont se rendre compte que, ah, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout que bah, pour les étudiants étrangers, hein, de ce que je sais, bon, moi, j'ai cette chance d'avoir la nationalité française. Je peux redoubler, ça n'a pas d'impact parce que j'ai la nationalité française. Un étudiant étranger, s'il redouble pour renouveler son titre de séjour, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, il faut déjà avoir conscience de ça et se dire, je viens en France, c'est pas la blague en fait. Je viens, c'est pour étudier. Même si j'ai pas d'amis, même si je suis seule, même si on me regarde bizarre, c'est pas grave. J'y vais pour obtenir un diplôme et c'est tout. C'est ça ma priorité. Ça doit pas être de me faire des amis ou de vouloir faire comme tout le monde. Voilà bah, les conseils que je pourrais donner pour des étudiants étrangers. bah oui, c'est vrai qu'on ne voit pas toujours ces côtés-là, que le français, en fait, peuvent redoubler. Bah, c'est chez eux quand vous êtes chez vous, donc forcément, il n'y a pas d'impact comme tel, quoi. Tu pourras reprendre l'année prochaine tranquillement, même après 2 ou 3 ans. Mais par contre, nous autres, quand on redouble, bah, comment on fait à la fin de l'année parce qu'il faut du justificatif et tout. Ben, merci pour ce message. Ben, du coup, la deuxième année, c'est très bien passé pour toi, Anne. Ben, on y va, ta troisième année, et là encore. Tu as continué toujours t'étais toujours dans la même longueur d'onde ou bien, Hum, Alors là, ça a commencé à se corser un peu, à se compliquer. À partir de la troisième année, le premier ouais, semestre, pardon, rien à dire, ça se passe bien. Là, je suis encore plus diligente. Euh, les cours finissent, je vais à la bibliothèque, je prends des cours, etc. J'ai vraiment une soif ben, d'apprendre plus sur la psychologie. Donc, je ne me limite pas aux cours et je cherche de moi-même certaines théories, certaines choses. En fait, je ne me contente pas de ce que les professeurs me disent. ouais. Donc, le premier semestre se passe très bien. J'ai de très bonnes notes. Je suis parmi les premières ben, de la promo. Et puis, le deuxième semestre arrive. Et là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions sur si vraiment je voulais être psychologue, si vraiment c'était fait pour moi ou pas. J'ai commencé Ouais. à m'ennuyer en fait en cours. Je ne trouvais plus les cours intéressants. Là où au premier semestre et pendant ces 2 premières années, ça s'est très bien passé, bah, à partir de la troisième année, surtout le second semestre, hein, ça a été vraiment compliqué. Je me suis vraiment posé beaucoup de questions et j'avais plus la motivation ni l'énergie en fait pour travailler mes cours, qui fait que j'ai totalement, comment dirais-je, j'ai un petit peu lâché bah, l'école et là où j'étais diligente, j'ai commencé à plus aller en cours. Des fois, pendant des semaines, je n'allais plus en cours. J'assistais au TD parce que forcément, j'étais boursière. Donc, si on ne... En fait, pour avoir la bourse, il faut assister au TD. Si on ne va pas au TD, on nous coupe la bourse et on doit rembourser. Donc, j'allais au TD, mais après, hormis ça, je n'avais plus cette motivation et j'ai carrément bah, fini par redoubler en fait mon semestre en fait. Ok, mais pour toi, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette démotivation, en fait?
subite parce que tu étais bien sorti pendant 2 ans d'affilée. Du coup, en troisième année, après le premier semestre, ça plombe d'un coup. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Moi, l'explication que j'ai, c'est que, alors déjà, l'université, comme je l'ai dit au début, c'est beaucoup de théorie en fait. Et au bout d'un moment, moi, je suis une personne qui me lasse vite. Je m'ennuie vite. Et en première année, on a eu des matières, on a vu des choses. En deuxième année, on a vu quasiment la même chose. En troisième année, c'est encore la même chose. Et en fait, chaque mois, je me disais, non, mais l'année prochaine, on va voir de nouvelles choses, donc ça ira. Et je faisais que me dire ça l'année prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, le semestre prochain. Sauf qu'en fait, c'est pas venu. Et je me suis rendu compte que ça, enfin, j'allais pas apprendre plus que ça de la psychologie. Moi, je me voyais vraiment qu'on puisse apprendre des choses concrètes, pratico-pratiques. Alors que là, je me dis, j'arrive à 3 ans en psychologie, je ne sais rien faire. Et quand je me compare un petit peu à mes amis qui sont dans d'autres universités ou autres, je vois qu'ils savent faire certaines choses. Ils ont eu un petit peu de concret. Mais moi, je n'ai rien, j'ai que de la théorie. J'ai dit, c'est bien beau de savoir, par exemple, comment va grandir un enfant ou comment vieillit des personnes âgées, ce genre de choses. Mais au-delà de ça, en fait, j'avais vraiment ce côté pratique qui me manquait. Ok. Et c'est vraiment ça, en fait, qui a été je dirais le facteur déclencheur et qui a fait que j'ai commencé à lâcher un petit peu la psychologie. D'accord. Et du coup, en quatrième année, tu as continué, t'as changé, je présume, Non, de, j'ai de pas fil. Ah, changé. J'ai ouais, pas changé parce que j'avais encore ouais. cette mentalité en me disant non, mais c'est parce que c'est la licence et de la théorie. En master, ça ira mieux. Il y aura plus de théorie, ce sera que du Ah, pratique, que du concret. Ce que je me disais en fait. Et donc j'ai repris mon second semestre de la troisième année. Ce qui m'a permis en fait, parce qu'à l'université, je ne sais pas si ça marche toujours comme ça, mais une fois qu'on valide un semestre, l'université part du principe que c'est validé à vie en fait. Donc du coup, ok. quand on redouble que ce qu'on n'a pas validé. Et en l'occurrence, moi, c'était que le deuxième semestre. Donc ça m'a permis de faire une pause, vu que le premier semestre, je n'avais pas à le reprendre. Donc les cours se finissent en mai, je crois, Ouais, jusqu'à janvier, je n'avais pas école. Et je me suis dit, c'est bien, comme ça va me permettre de respirer un petit peu, etc. Et puis pour repartir sur de bonnes bases. Et sauf que j'arrive au second semestre, je reprends les cours que j'ai à reprendre. Et je me dis, c'est bon, en master, tout va changer. Là, vraiment, ouais. prends sur toi, Anne, ça va aller. Et j'arrive en master et ça ne change pas. Toujours la théorie. Sauf que là, je me dis, mais attends, dans 1 an, je suis censée être diplômée, je ne sais rien faire du tout. Donc, j'ai fait 4 années de fac, j'ai que de la théorie et je ne sais rien faire. Et à partir de là, ça a été la décatombe et j'étais invisible. Hein. Voilà, j'étais fantomas. En cours, on ne me voyait plus. Je n'étais plus là et j'ai eu une démotivation extrême. Donc, j'ai vraiment forcé pour tenir jusqu'au bout, mais ça a été très dur. Et à partir après le Master 1, j'ai décidé d'arrêter, même si j'étais à 1 an d'avoir mon diplôme. Je me suis rendu compte que l'université, c'était plus fait pour moi. Ok. Non, j'étais en train de te suivre, hein. J'étais Mhm. captivé Oui, j'avais par ce fini. que tu me racontes là. Mais en fait, je me dis, est-ce que si tu t'étais informé plus tôt, donc ça veut dire que si tu avais de bonnes informations sur la psychologie, est-ce que tu aurais pu la faire comme métier? Je ne crois pas. Alors, disons que je m'étais quand même renseignée, hein. J'ai continué à me renseigner. Mais parfois, en fait, il ne faut pas oublier que quand on arrive à l'université, classiquement, on a 17-18 ans et on évolue en fait. On change, nos représentations elles changent, nos goûts ils changent, on grandit encore et du coup, nos goûts changent. Je ne pense pas que le métier que tu fais actuellement, c'était le métier que tu voulais faire quand tu avais 4 ans. Tout à Ben, fait.
ça se passe pareil, en fait, mais dans le processus de développement. Hein, je me suis rendu Mm. compte que c'était plus fait pour moi. Maintenant, je ne pense pas que si je m'étais mieux renseignée sur ce métier-là, je ne serais quand même pas allée à cette université. Je ne pense pas. Et comme je dis encore, c'est l'expérience de la vie qui permet réellement d'apprendre et d'apprendre à se connaître, ce qui est fait pour nous, ce qui n'est pas fait pour nous, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc, c'est un peu ça. Comme quoi, il peut se faire que pendant ces études, en fait, à la base, on se disait qu'il y a tel métier qui est notre métier de prédilection. Mais en fait, justement, comme tu as dit, dans le processus de développement, il peut se faire qu'on s'élasse, en fait, de ce qu'on croyait être notre métier de prédilection. Et c'est important d'en parler parce que c'est là que ça devient plus difficile. Que tu sois, qu'une personne soit étrangère ou pas, c'est là que ça devient difficile parce qu'il faut prendre la décision de je continue ou je ne continue pas. Mais du coup, dans ton cas, tu as pris la décision, en fait, de ne pas, pardon, la décision de ne pas continuer. Et comment est-ce que tu as géré, en fait, cette décision-là? Parce que 4 années d'études, tu décides d'arrêter d'un coup, ben, ça pèse, non? Ça pèse. En plus, c'était dur parce qu'il y avait les parents derrière. Moi, j'étais une des seules enfants qui est déjà dépassé la licence et en plus aller Hum, jusqu'au master. Donc, j'avais déjà ce poids-là des parents que j'allais les décevoir, clairement. Ils me l'ont fait comprendre. Les parents aussi qui n'étaient pas pour ce choix, mais va jusqu'au bout, tu es qu'à une année, etc. Au début, je voulais leur faire plaisir, mais je me suis dit non, je commence à avoir, j'avais quoi, 21, 22 ans, je dis, bon, même si je dépends encore de mes parents, il ne faudrait pas que je puisse arriver dans ce schéma-là où, moi, je ne me retrouve pas, je ne m'épanouis pas, mais je fais des études juste pour faire plaisir à papa et maman, en fait. Donc, du coup, bon, là, je me suis trouvé un petit travail, etc., vu que c'était eux qui finançaient tout. Et bon, ils m'ont fait comprendre qu'en gros, ah ok, tu vas arrêter très bien, mais qui c'est qui va payer tes études? Qui c'est qui va financer? Donc, je dis, il n'y a pas de problème. Moi-même, je vais me trouver un travail, comme ça, au moins, personne ne pourra parler. Et j'étais déterminée à arrêter. Donc, j'ai arrêté. Après, effectivement, ça a été très dur parce que moi, je voulais faire psychologie depuis l'âge de 14 ans. J'arrive à 21 ans et je me rends compte à 1 an de mon diplôme que c'est pas le ouais. métier que j'attendais et que je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas mentir, je me suis cherchée pendant 2 ans après parce que j'étais Ok. totalement perdue. Je ne savais pas quoi faire, où aller. C'est comme si tout s'était effondré en fait. Mm, tout à fait, ouais. Mm. Mais du coup, oui, bah, si c'est pas indiscret, bah, ces 2 années, je pense, de construction et de recherche vont peut-être nous aider à mieux comprendre la suite parce que justement, tu as pris cette décision d'arrêter. Et aussi, d'abord, avant de revenir sur toi, la différence avec, admettons que tu étais étudiante étrangère, je pense que la situation aurait été gérée différemment. Pourquoi j'ai dit différemment? Parce que généralement, quand on vient à l'étranger, le parent nous envoie et on a tellement ces désirs de pouvoir réussir nos études pour être un peu la fierté de la famille que même si ça ne va pas, parfois on s'efforce quand même à avoir quelque chose. C'est pas le cas de tout le monde. Je vais pas généraliser. C'est pas du tout global. Mais il y a quand même cette pulsion-là une forte attente de la part de la famille qui fait que ça t'oblige à faire ne serait-ce qu'essayer de finir même si ça ne te plaît pas parfois. Et toi, tu penses que on devrait euh, faire la part des choses et mettre en avant d'abord sa propre vision, d'abord ses envies à soi-même quand on est confronté à ce genre de difficultés. Parce que toi, tu as justement pris cette décision de carrément, bon, j'arrête, peu importe ce que les parents vont dire. Donc, et tu as commencé et pour le finance, en gros, comment tu as fait financièrement? Tu as commencé à travailler et tu t'es Exactement. pris en charge, voilà, pendant ces 2 ans. Je me suis pris en charge pendant ces 2 ans. Après, oui, j'aimerais Ouais. rebondir par rapport à ce que tu as dit. Bon, bien évidemment, c'est pas une généralité, mais c'est vrai que j'ai remarqué ça. En plus, mes parents sont africains. Hein. Et bon, je le suis aussi.
Mais je suis née ici et c'est vrai que j'ai remarqué que les parents africains, il y a comme une sorte de complexe d'infériorité. Et là où ils n'ont pas pu aller en études, c'est comme si ils mettaient toute la pression sur leurs enfants pour que tout ce que eux ils n'ont pas pu faire quand ils étaient étudiants, que nous, ben, on puisse aller loin en fait. Et c'est pas forcément bon parce que ça met, comme tu dis, une sorte de pression aux enfants. Et je connais beaucoup d'étudiants étrangers qui aujourd'hui font des études, mais ça ne leur plaît absolument pas du tout. Mais juste pour faire plaisir à papa et maman, ben ils font. Mais du coup, ils se retrouvent pas du tout épanouis. Et quand on n'est pas épanoui, ben c'est compliqué. On commence à avoir de l'aigreur, on commence à être triste, on commence à se refermer sur soi-même. Tout ça pour faire plaisir à papa et maman. Mais c'est vrai que c'est pas évident. J'ai eu de la chance d'avoir des parents, même si ils étaient un peu têtus, mais qui ont compris. Quand ils ont compris que j'allais pas changer, bon, ils m'ont laissé faire. Mais j'aurais eu peut-être d'autres parents, ben, j'aurais pleuré tous les jours, mais je serais allée jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident, surtout pour les étudiants étrangers qui sont confrontés à cela. Mais il faudrait aussi ben, pouvoir parler aux parents et leur faire comprendre que ah, l'enfant, il est amené à changer. Et il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est que Ouais. effectivement, en tant que, je sais pas exactement comment ça se passe, mais je sais que vous avez, si vous redoublez plus d'une ou deux fois après, bon, le titre de séjour, c'est compliqué. Et Ouais. ben, il y a des personnes qui, les parents, papa, maman, les ont envoyés pour faire des études, je sais pas moi, de mathématiques, sauf que l'enfant, même lui, il se rend compte que bon, les mathématiques, c'est pas trop ça, et ça lui plaît pas. Donc, du coup, il a des grosses difficultés, et il passe son temps à redoubler, et redoubler, et redoubler, et il se retrouve à une situation où, bah, là, il peut plus redoubler, sauf que, ben, après, ils se retrouvent sans titre de séjour. Il y en a qui restent et ils commencent à faire des choses bizarres pour à tout prix avoir les papiers. Et puis, il y en a d'autres qui ben, sont obligés de repartir. Et je trouve ça réellement dommage que juste pour faire plaisir à papa et maman, ben, on se retrouve dans cette situation-là. Parce qu'au final, ben, tout le monde est perdant, en fait. Hein. Hum. Comme quoi, il faut être pragmatique, quoi. Donc, c'est, c'est une question de vie et de mort, si je peux dire, quand on commence à étudier, parce que la mort, c'est peut-être, je vais pas dire la mort, c'est une question de vie et de décision, si je pourrais dire autre chose. Ben, parce que plaire, justement, comme tu as dit, à ses parents, ben, jusqu'à à ne plus voir la réalité comme telle, ben, ça fait mal et c'est très triste. Donc, l'idée serait, en tout cas, ou le meilleur conseil serait de, en tout cas, selon moi, de pouvoir être pragmatique pendant ces études. Ça veut dire que si au départ, tu as commencé tes études avec l'impulsion, tu as commencé une filière particulière avec l'impulsion de tes parents. Donc, je crois que si ça te correspond, oui. Mais si ça te correspond pas et que tu te retrouves dans une situation où bah, tu échoues la première année et que la deuxième année, c'est très compliqué, bah, tu pourrais bien voir ailleurs, quoi. Bien voir ailleurs et changer. Rien n'étant, en fait, rien ne vous empêche de changer des filières tant que vous pouvez. Donc, si vous n'êtes pas sur le chemin qui semble ne pas être le bon, bah, pourquoi pas ne pas changer. Du coup, un de tes 2 ans de recherche, tu as fait quoi durant ces 2 ans, en fait? Tu as Alors, cherché, mais tu t'es reconstruisé autrement, académiquement, ou bien, et tu penses que ces temps-là, oui, je vais te laisser répondre, et tu penses que ces temps-là, et plutôt c'est important de faire parfois des breaks, des stops, des breaks comme ça pour aborder la vie autrement, ou même ses études parfois. Parce que pour un étudiant étranger, j'avoue que ça va être compliqué de faire un break. Donc, le c'est seul sûr. break, c'est peut-être pendant je sais pas, les vacances, le temps de Mhm. réfléchir à ce que, à quelle serait la prochaine étape pour la prochaine année. Ouais. Bien sûr. Alors, bah, je pense, hein, peu importe le temps que ça prend. Bon, moi, c'était un très grand break. Hein. Bon, je me suis même habituée et je ne voulais même plus après reprendre les études. Bon, j'ai fini par reprendre. Mais c'était un gros break. Ben, je trouve que c'est important quand on avance qu'à un moment donné, ben, pouvoir se poser et réfléchir. Bon, ok, mon objectif de base, c'était ça. Là, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a ça. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Est-ce que j'ai les moyens pour continuer? Est-ce que je les ai pas?
Et ça permet aussi en fait, de faire une introspection sur soi pour après pouvoir mieux repartir. Moi, si je n'avais pas eu cette introspection, j'aurais fait comme plein d'étudiants qui tournent en rond. J'aurais fait d'autres études, puis d'autres études, puis d'autres études. Ah, bon, ça m'énerve, j'arrête tout. Bon, ah, mais j'ai un peu ça me saoule parce que j'ai pas pu aller au bout de mes études. Bon, allez, je vais reprendre ça, puis reprendre ça. Il y a des personnes, toutes les années, elles changent d'études, de filières qui ont ni queue ni tête. Et du coup, ça se voit justement qu'elles n'ont pas pris le temps de faire une introspection. Après, il y a des personnes, oui, qui savent déjà leur filière, donc elles ont 16, 17 ans et elles font après ce métier, ok. Et il y en a d'autres qui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est important de faire des breaks, même après dans la vie professionnelle, vu que les étudiants sont des futurs pros, de faire des breaks parce que ce qu'on vit dans les études, en vérité, on le vit également après dans le travail. C'est aussi une une réflexion, continuité. questionnement sur est-ce que je cherche toujours dans cette voie où je me réoriente, ou c'est l'entreprise. Bon. Donc, je pense que c'est très important. Après, moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 ans? Donc, au début, j'ai commencé à travailler, justement. Et là, je travaillais à temps plein. Donc, je commence à avoir un salaire plein. Donc, waouh, 4 chiffres sur mon compte. Moi, j'ai jamais vécu ça. Waouh. Et Mais, je me suis un peu confrontée dans ça et je me suis dit, oh, de base, j'avais dit, je me laisse 4 mois et ensuite, je reprends en septembre. Septembre arrive, j'ai rien fait. J'ai dit, ah, vas-y, je vais mettre des sous de côté. Comme ça me permettra, quand je veux savoir les études que je veux faire, d'avoir déjà des sous de côté. Sauf que le temps passe. Et je suis restée comme ça pendant 1 an et demi. Sauf que, en fait, comme je n'avais aucune expérience professionnelle sur mon CV, c'était la fac. Et puis la fac, comme j'ai dit, c'était que de la théorie, donc je ne savais rien faire. Donc, je faisais un petit boulot. J'étais agent d'entretien, donc je faisais les ménages dans les entreprises. Bon, déjà, ce n'est pas très valorisant. Et puis, en plus de ça, les parents qui disaient, mais attends, toi, tu as fait un master pour faire du ménage, mais c'est quoi ça, hein? Et puis, également, c'est fatigant. Et puis, à force, comme j'ai pris goût à l'argent, je faisais encore plus et plus et plus pour bien gagner. Mais sauf que mon corps, il ne suivait pas. Et c'était très éprouvant parce que, oui, voilà, je me réveille à 4 heures du matin, je me couche à 22 heures. Et au bout d'un moment, mon corps, il a commencé à lâcher. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, mais là, Anne, il faut que tu prennes le temps de faire cette introspection-là que tu dois faire, que tu repousses depuis X mois, et de vraiment savoir où tu veux aller parce que là, tu sens bien que le ménage, c'est plus pour toi et tu vas pas rester comme ça, à bras ballants, toute ta vie, en fait. Donc, c'est ça qui s'est passé. Et à partir de là, justement, quand j'ai pris conscience de cela, j'ai vraiment fait une introspection. C'était dur, je ne cache pas, sur qu'est-ce que je pouvais faire après la psychologie et quel était le métier qui était fait pour moi. Voilà. D'accord. Mais du coup, est-ce que pendant ce temps-là, est-ce que tu avais un soutien ou pas? Parce que à t'entendre parler, j'ai l'impression que tu étais seul avec ton professeur. En fait, est-ce que tu n'avais pas de amis ou bien de personnes à qui se confier pendant ce temps-là, en fait, et qui peut-être t'ont aidé à prendre de bonnes décisions ou à te faire raisonner un tout petit peu? Alors, ouais. Non, vas-y. À ce stade-là, non. J'étais clairement seule. Et puis, comme je jouais les indépendantes women, là, je n'en ai pas forcément parlé aux gens. Je souffrais à l'intérieur de moi, mais personne ne le savait. Je souffrais à l'intérieur. Je ne laissais rien paraître. Et ça a été d'autant plus dur parce que j'étais seule avec moi-même. Mais je ne voulais pas en parler ni déranger quelqu'un. Donc, j'ai été seule. Donc, non, je n'avais aucun soutien si ce n'est moi. Ok, d'accord. Justement, c'est important cette histoire de problèmes qu'on n'arrive pas à mettre, comment je pourrais dire, à parler de ces problèmes ou de ces soucis, en fait, de tout ce qui est bloquant, en fait, dans sa vie. Parce que, pas que toi, mais je fais référence un peu aux étudiants étrangers, il arrive parfois que l'isolement frappe
à leur porte, à notre porte. Je suis aussi étudiant GDT, mais voilà, à leur porte ou à notre porte. Et beaucoup ne savent pas comment remédier à ces problèmes, comment faire pour dire des choses quand ça ne va pas. Et ça peut causer l'échec, en fait, pendant ces études. Parce que justement, on est bloqué, on ne sait pas à qui parler, à qui s'ouvrir. Donc, moi, j'ai toujours pensé que l'idéal, c'est de pouvoir s'ouvrir. Si tu as une famille ici en France, oui, t'ouvrir à cette famille et parler de problèmes. Si ça se passe pas bien avec la famille, ben, si tu as des amis qui peuvent t'aider, n'hésite surtout pas à en parler. C'est vrai que on est très vulnérable quand on parle de ces problèmes, mais après, si on parle de ces problèmes à une personne de confiance, je crois que il y aura moins de répercussions. Donc, du coup, en tant qu'étudiant étranger, essayer aussi de s'accrocher à certaines structures sociales qui, pour d'autres, pourraient être je sais, des associations ou de communautés en France ou je ne sais, pour d'autres encore, l'Église aussi, qui fait partie aussi d'une très grande communauté. Donc, tout ça peut en fait vous aider à ne pas rester seul parce que l'idée, c'est de ne pas rester bloqué, de ne pas rester dans son coin. On en a parlé dans une des émissions, en fait, et c'était chaud. Parce que justement, il y a tout ce problème-là. Et qu'est-ce que tu en penses, Anne? Peut-être que toi, tu as tout gardé seul, tu as tout gardé en toi, mais est-ce que c'était pour toi la meilleure façon d'aborder les choses? Ou bien peut-être que là, maintenant, tu te rends compte que tu pouvais agir autrement pendant ce temps-là? Alors, non, c'était pas du tout la meilleure façon de voir les choses parce que justement, si j'aurais été soutenue, je ne serais pas restée pendant 2 ans comme ça. Si j'en aurais parlé dès le départ, je pense que j'aurais pu trouver peut-être le soutien nécessaire pour vraiment travailler par rapport à ça et m'aider. Après, culturellement parlant, je pense que l'Africain, même si on paraît ouvert, sur tout ce qui est problème, on est totalement fermé. Et donc, j'ai grandi dans cette éducation aussi des parents qui ne parlent pas. Quand il y a des problèmes, ils ne parlent pas. Ils ne disent rien. Donc, forcément, moi non plus, je ne disais rien. Donc, déjà, parler aux parents, non. Mais aux frères et sœurs, on a grandi comme ça aussi. Donc, tu ne dis rien. Et puis, en plus, par mon tempérament, j'étais, je suis toujours un peu, mais à l'époque, beaucoup, très introvertie. Donc moi, un problème, j'étais le genre de personne, ça va? Oui, ça va, oui, ça va, ça va. Même si tu pleures à l'intérieur, tu laisses rien paraître. Donc du coup, c'est vrai que je pense que j'aurais même pas pu me confier à quelqu'un, en fait. Ok. C'était plus fort que moi, je n'arrivais pas. C'est J'arrivais quoi? pas. Donc, ouais, c'est bien ce que tu dis, effectivement, de pouvoir parler à quelqu'un, mais force est de constater que c'est très dur. Bon, il faut oser, hein, mais c'est vraiment sortir de sa zone de confort et c'est très, très, très inconfortable. Mais en tout cas, c'est vrai que je conseille à des personnes de parler parce qu'on pense qu'on est on est seul face à nos problèmes. Alors des fois, il y a des personnes, on ne soupçonne même pas, elles sont passées par là ou elles passent à ce moment-là également par là. Et peut-être qu'elles peuvent te soutenir. Donc, j'en profite. Hein. Si vous êtes dans cette situation, vraiment, même si c'est dur, parlez-en. Dur. Mais si c'est par SMS, s'il faut envoyer un mail, mais parlez-en à quelqu'un. Peu importe la personne, mais elle peut peut-être vous aider, vous orienter. Il y a de la chance en Europe et notamment en France d'avoir beaucoup de structures qui aident. Tu as dit l'Église, il y a des associations, il y a tout ce qui est conseiller d'orientation, qu'il y a dans les universités, il y a également dans le privé. Et puis sur Internet, il y a plein de choses. En fait, tout est là pour nous aider, en fait. Donc, les portes sont ouvertes, c'est juste à nous d'aller ouvrir la porte. Et du coup, voilà. D'accord. Mais du coup, après tous ces périples de ta vie, est-ce que tu es revenu aux études ou pas? Ou carrément, tu as continué de travailler et Euh, basta. non, justement, après, comme j'ai dit, à un moment donné, faire des ménages, là, j'ai dit, c'est bon, je ne peux plus. Ok. Donc, c'est là où j'ai dit, faut que je trouve quelque chose. Donc là, j'étais seule aussi. Et j'ai j'ai un petit peu fait une analyse de ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Mais en fait, même si je voulais plus être psychologue, mais il y avait quelque chose qui m'attirait dans la psychologie. Et j'ai commencé à me poser la question, mais est-ce qu'il n'y aurait pas
quelque chose qui ressemble à la psychologie, mais qui n'en est pas. Et j'ai eu l'opportunité de faire un stage dans le domaine des ressources humaines. Ça ne m'avait pas déplu. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Et du coup, j'ai décidé de me réorienter dans ce domaine-là. Donc, je suis arrivée dans ce domaine-là, mais j'avais encore, comment dirais-je, après mon master 1 en psychologie, j'avais un dégoût pour la fac, hein, clairement. Ouais. Et je me suis dit, je vais reprendre, mais je vais faire une petite formation de 3-4 mois là, et c'est terminé. Après, on n'en parle plus, l'école, c'est fini. Là, je n'en peux plus. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Des fois, la vie, elle va te pousser, même si on ne peut pas aller contre son destin, si je peux dire ça ainsi. Et au final, j'ai refait un autre master, quoi. Alors que j'ai tout fait pour ne pas faire un master. Et quand j'allais postuler pour les écoles, etc., les petites formations, enfin, petites, non, rien n'est petit, hein, mais des formations de 3-4 mois, des licences, on ne me prenait pas. Et c'est quand j'ai demandé pour un master qu'on m'a pris. Donc, j'ai dit, bon, j'ai pas le choix, hein, je vais partir là-bas, même si j'ai pas envie. Mais là encore, j'avais encore cette mentalité de... déjà, j'avais une mentalité d'échec, hein, que j'allais pas réussir, que j'étais pas forcément faite pour aller jusqu'au master, mais je voulais forcer. Donc, je me suis dit, je vais faire mon master 1, et puis après, on n'en parle plus, c'est terminé, Ok. je vais travailler. Sauf que je me suis rendu compte que, Anne, tu n'as quasiment jamais travaillé ta vie, tu es allée à la fac, tu n'as aucune expérience pro, la seule expérience Ouais. pro que c'est le ménage, mais qui va te prendre? Mais laisse tomber. Du coup, j'ai pris conscience là aussi que il fallait que je puisse acquérir plus d'expérience professionnelle et je n'avais pas le choix que d'aller jusqu'au Master 2. Mais je ne vais pas mentir, hein, ça a été très dur. Mais comme je savais où j'allais, du moins je pensais savoir où j'allais, ça a été un peu plus simple. Voilà. Ok. Ben, du coup, tu as repris ce master. Ensuite, pour une dernière fois, pour une fois pour toutes, tu as fini tes études. Et après, tu t'es lancé dans autre chose. Et, euh, et à voir ton périple, à voir comment est-ce que le haut et le bas que tu as traversé. Toi, tu pourrais conseiller quoi aux étudiants étrangers qui sont justement dans cette impasse-là et qui se posent la question de je dois continuer mes études, je dois changer de filière ou je dois faire un break, je ne sais de combien de temps, le temps de réfléchir, ou je dois totalement, je suis pas fait pour les études. Tu vois, en fait, surtout ces étudiants-là qui ont cette mentalité déjà d'échec qui s'est installée en eux. Mm-hmm. Mais pour en sortir, c'est très dur. Hein. Mais là, pour le coup, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais là, c'est mes amis qui, à ce moment-là, sont arrivés pour me Ah, pousser à faire le master ok. parce que je ne voulais pas. Et on me disait, mais fais le master. Non. Là, pour le coup, comme autour de moi, je voyais des gens commençaient à travailler. Ils avaient tous leur master, etc. J'ai dit, moi qui, au final, était la première à savoir ce que je voulais faire, ils sont en haut et moi, je suis en bas. J'ai dit, non, 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 non. Donc, forcément, ils m'ont influencé aussi à aller jusqu'au master, le finir. Après, effectivement, par rapport à l'échec, est-ce que je continue pas, etc. Je pense qu'il faut toujours avoir un break, c'est important. Pas faire un break de 2 ans, non. Pas de 2 ans. Parce que le problème du break, c'est que quand on commence à arrêter, pour reprendre, c'est dur. C'est dur parce qu'on commence à travailler, on commence à avoir de l'argent. Et après, on est dans un confort qu'on n'a pas quand on est étudiant, clairement, et on s'habitue. Et après, on n'a plus envie de reprendre l'école, en fait. Du coup, il faut faire un break, mais il faut se dire, bon, il faut être vrai, se dire, si je fais un break de 2 mois ou autre. Moi, je n'avais pas mis d'objectif. J'ai dit, je fais Ouais. un break, on verra. Ouais. C'était on verra. Donc, tout le temps, c'était on verra, on verra. Et quand les parents parlaient, je disais, on verra. Donc, du coup, faire un break, oui, c'est important. Si justement, confronté à cette situation, ou qu'on se pose des questions, c'est bien de le faire, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et pendant ce temps de break, il faut vraiment se forcer à faire une introspection et être vrai avec soi-même. Voilà. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour faire un master. Hein. Elles forcent, mais elles ne sont pas faites pour faire un master. Il faut être vrai. Il ne faut pas avoir de problème avec ça.
Il n'y a pas de problème. Bon, je ne suis pas faite pour faire un master. Il y en a qui ne sont pas faits pour faire une licence. D'autres, c'est que pour faire un BTS. Faut être vrai avec soi. Et pour ça, ça demande une analyse poussée sur soi. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris tous mes bulletins là. J'ai regardé. Je regardais, bon, quelle note j'avais pas, etc. Pour savoir, bon, ok, ça là, je sais que c'est pas pour moi. Par exemple, les mathématiques, Ouais. c'est que c'est pas pour moi. Ok. Et j'ai fait ça sur toutes les matières. Et c'est vrai que parfois, on a certaines aisances dans certaines matières qu'on n'a pas dans d'autres. Et ça aussi, c'est une piste aussi pour savoir là où on va aller. Bon, je m'éloigne un peu de la question. Non, pas bien. C'est également pour savoir où On va on va s'orienter. aller. Et n'hésitez pas, hein, tant que je me suis éloignée, autant continuer. Demandez à son entourage aussi, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de différent. Parce qu'il y a forcément quelque chose que nous autres, là, moi je fais, toi tu fais, une autre personne fait, que les autres, ils vont le faire, mais ça ne va pas être pareil. On a des facilités dans certaines matières, en l'occurrence dans les études, que d'autres n'ont pas en fait. Et ça aussi, c'est une piste. Du coup, je t'avouerai que j'ai totalement oublié la question. Non, ça va, ça va. En partie, tu as quand Mhm, même répondu un tout petit peu, hein. mhm, Don't worry, t'inquiète, c'est bon. En gros, ton expérience et périple, en fait, nous montre à quel point tout n'est pas linéaire, quoi. On peut bien prévoir des choses au départ, mais surtout, ce qui il est très important, c'est en fait le processus du développement qui va faire que, pendant tes études, que tu vas voir des choses qui pourront changer après 3, 4 ans. Donc, qui pourront pousser d'autres à arriver à un point où ce qu'ils font ne les intéresse plus et se poser la question de je dois continuer ou pas. Ben là, ça dépendra de l'étudiant ou étudiante. Pourquoi? Parce que tu veux ton diplôme, tu veux pas ton diplôme. Si t'as pas ton diplôme aussi, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en France, si t'as pas de licence, t'as pas de master, on va pas se mentir, c'est pas tu ne peux facile pas de s'en travailler. sortir, hein. Il faut Mhm, avoir un grand esprit entrepreneurial pour essayer de tenter autre chose pour s'en sortir. C'est pas impossible, mais ça, mhm, c'est pas le sujet de l'émission. Mais en tout cas, Anne, c'était bien de parler de tes expériences, en gros, tes études, comment est-ce que tu étais haut et bas pendant tes études, de même des breaks de 2 ans pour essayer de comprendre pourquoi cette démotivation en fait. Donc mhm. justement parce que toi, après tes 4 ans, tu voulais faire autre chose, ça te plaisait plus ce que tu faisais avant. Ça arrive et chacun gère à sa manière. Mais en tout cas, Mhm, merci beaucoup. On est à 54 minutes de l'émission, mhm. donc d'émission plutôt. Et est-ce que Anne, tu as un mot de la fin pour toutes ces personnes qui, euh, qui traversent en ce moment même par le même chemin que toi, et encore Mhm, si ce sont des étudiants étrangers. mhm. Bon, alors j'aurais, on va dire, un gros mot ou deux mots de la fin. Déjà, il faut que quelque chose. Dans la vie, rien n'est linéaire. La vie n'est pas linéaire. Elle est faite de cycles. Donc, penser que ce que tu voulais faire à 15 ans, machin, c'est vrai qu'on a tendance, après, c'est plus les femmes, hein, clairement, mais d'avoir un chemin tout tracé. Voilà, moi, je vais faire ça, après ceci, cela, à 22 ans, j'aurai ceci, à 25. La vie te rattrape. Et comme j'ai dit, on est amené à évoluer. Donc, tes études, ça ne sera pas linéaire, clairement. Aujourd'hui, il y a peut-être au moins 80% des personnes qui ont commencé des études et finalement se sont réorientées. Mais il ne faut pas avoir de problème avec ça. Et quand même tu seras dans le domaine professionnel, ce ne sera pas linéaire aussi. Ça, c'était les générations des parents, des grands-parents. Aujourd'hui, on est amené à évoluer et à changer de métier entre 3 et 4 fois. Donc, du coup, partir de ce principe que rien n'est linéaire et que les études, hein, même si, entre guillemets, on a un moment où on a son master, sa licence et autres, on pense que c'est fini, on a fini de se former, mais non, on se forme à vie en fait. Hein. Donc, même si ce n'est pas dans le cadre d'un diplôme où derrière on a des partiels, on nous donne des notes, etc., mais on est amené à se former tout le temps parce que le monde évolue.
Voilà, ça c'était mon premier mot. Et un mot pour conclure, moi ce qui me vient c'est être vrai avec soi-même et être vrai avec soi-même, faire une introspection et soit vrai, voilà. Ben, je suis pas fait pour ça ou je suis fait pour ça ou force est de constater que ça me va pas et pas comme moi de forcer et s'entêter à faire des études alors qu'au fond de toi, tu sais que ça va pas. Voilà. Ah ben, merci pour ces beaux messages, en tout cas. Donc, il faut faire beaucoup d'introspection quand c'est très difficile pour essayer de d'élucider un peu son chemin. Donc, merci beaucoup, Anne. Bah, du coup, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, c'était Anne à l'émission. Donc, elle est française. Elle a un profil différent. Je le rappelle encore, c'est très important parce qu'on traverse pas forcément par le même parcours, même si certaines réalités nous est proche. Mais voilà, vous qui êtes arrivés vraiment jusqu'ici, abonnez-vous, n'hésitez surtout pas. En fait, toutes ces expériences, c'est pas pour moi, c'est pas pour Anne, mais c'est pour toutes les personnes qui vont regarder, surtout les étudiants qui viennent d'arriver à l'étranger, peu importe le pays, et qui pourront justement puiser dans toutes ces expériences. Donc, merci et ciao. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Salut! Au revoir.